Chers amis, j'ai longtemps été frappée par l'écart immense entre ce que l'astrologie a été, une grande lecture du temps, des cycles et des correspondances, et ce qu'on en fait souvent aujourd'hui, quelques phrases rapides sur les signes ou une mécanique prédictive qui déresponsabilise. À cela s'ajoutent les horoscopes de journaux qui ont fait plus de tort que de bien à l'astrologie en la rangeant dans la catégorie Madame Irma. Or, l'astrologie, ce n'est pas cela. Cette vidéo est donc une invitation à revenir à la source, non pas pour idéaliser le passé, mais pour retrouver la profondeur d'un langage. Car l'astrologie a touché, au fil des siècles, de nombreux domaines. Le calendrier, les saisons, les cultures, la médecine, la vision du corps, l'organisation sociale, la spiritualité et bien sûr la manière dont l'être humain comprend sa place dans le monde. Plongeons donc, très succinctement, rassurez-vous, dans cette petite histoire de l'astrologie. À l'origine, non, pas aussi loin que les dinosaures tout de même, mais assez loin pour imaginer l'être humain levant les yeux vers le ciel près d'un feu, à l'entrée d'une grotte, pendant que quelques mammouths paissent tranquillement au loin, eux parfaitement indifférents aux problèmes existentiels des Gémeaux. Bien avant les horoscopes de magazines, bien avant les applis astrologiques et les phrases du genre « les béliers sont impulsifs », « les scorpions sont intenses » ou « les balances sont indécises », l'être humain observait le ciel pour comprendre le temps, le retour des saisons, les phases de la lune, les mouvements des planètes, les éclipses, les périodes favorables ou défavorables. Le ciel n'était pas un décor, il était un grand calendrier vivant, un ordre, un rythme, une mémoire du temps. Dans les civilisations anciennes, notamment en Mésopotamie, l'observation du ciel occupe une place centrale. Les mouvements célestes sont notés, comparés, interprétés. On cherche dans le ciel des signes concernant le royaume, les récoltes, les guerres, les souverains, les grands événements collectifs. L'astrologie, à ses débuts, n'est donc pas d'abord une psychologie individuelle, elle est une lecture du temps collectif. Dans ces sociétés, le roi n'est pas seulement une personne privée, il incarne la tête du corps collectif. Lire le ciel du souverain, c'est aussi chercher à comprendre ce qui concerne son peuple, son royaume, sa dynastie. La question n'est pas encore « qui suis-je ?» elle est plutôt « quel temps sommes-nous en train de traverser ?» Et ça, c'est déjà immense. Car au fond, l'astrologie commence là, dans cette intuition que le temps n'est pas une simple succession de jours identiques, mais une qualité vivante. Il y a des temps pour semer, des temps pour récolter, des temps pour attendre, des temps pour agir, des temps pour se retirer, des temps pour aller de l'avant, des temps de croissance, des temps de crise, des temps de passage, des années fastes et parfois des années de famine. En Égypte aussi, le ciel est observé avec attention. Le lever héliaque de Sirius, associé au retour de la crue du Nil et au Nouvel An, marque profondément le calendrier. Les décans rythment les heures de la nuit. Ici encore, le ciel n'est pas un simple spectacle au-dessus des hommes, il est une mesure du temps, un ordre sacré, un lien entre les cycles célestes, la terre fertile et la vie humaine. Peu à peu, cette observation du ciel va rencontrer d'autres formes de pensée. Dans le monde hellénistique, à la croisée des traditions mésopotamiennes, égyptiennes et grecques, l'astrologie se structure davantage.
Le zodiaque devient un langage organisé. Les planètes prennent place dans un système symbolique et surtout, une idée nouvelle se développe, celle de dresser une carte du ciel pour un moment précis, notamment celui de la naissance. C'est une étape décisive. À partir de là, l'astrologie ne concerne plus seulement les royaumes, les saisons ou les événements collectifs, elle commence aussi à s'intéresser à l'individu. Non pas encore au sens psychologique moderne, mais une idée apparaît. Un être humain né dans un moment particulier du ciel, dans une configuration unique, dans une certaine qualité de temps. Le thème natal naît de cette vision. Et cette idée est profonde. Nous ne naissons pas dans un vide abstrait. Nous naissons dans un moment du monde, un instant précis, un ciel particulier, une saison du cosmos. Avec les Grecs, le ciel devient aussi un miroir de l'ordre du monde. L'être humain est pensé comme un microcosme, c'est-à-dire un petit monde en relation avec le grand monde, le macrocosme. Ce qui se joue en haut ne commande pas mécaniquement ce qui se passe en bas, mais il existe une correspondance, une analogie, un langage commun entre le ciel, la nature, le corps, l'âme et le destin. C'est dans cette perspective que l'astrologie antique s'élabore. Au IIe siècle de notre ère, Ptolémée propose, avec le Tétrabiblos, une grande synthèse de l'astrologie de son époque. Il ne l'invente pas, mais il tente de l'organiser, de la rendre cohérente, de l'inscrire dans la pensée savante de son temps. Et c'est important à rappeler, pendant une très longue période, l'astrologie n'a pas été perçue comme une fantaisie marginale. Elle faisait partie d'une vision du monde où le ciel, la terre, le vivant et l'être humain étaient reliés. Elle était un langage du temps, un système de correspondance, une tentative de comprendre la place de l'être humain dans un ordre plus vaste. Entre l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge occidental, les savants du monde arabo-musulman jouent un rôle immense. Ils traduisent, conservent, commentent et enrichissent une grande partie des savoirs grecs, perses et indiens liés au ciel. À cette époque, astronomie et astrologie restent étroitement liées. Observer le ciel, calculer les mouvements planétaires, établir des tables, perfectionner les instruments, transmettre les textes anciens, tout cela participe d'un même effort de connaissance. C'est aussi par cette médiation que de nombreux noms d'étoiles nous sont parvenus. Dans l'Antiquité gréco-romaine, on nommait déjà les planètes visibles, les constellations, certains astres remarquables. Mais une grande partie des noms traditionnels d'étoiles que nous utilisons encore aujourd'hui, Aldébaran, Bételgeuse, Altaïr, Deneb, Rigel, Vega ou Algol, viennent de l'arabe ou de formes passées par l'arabe. Cela dit quelque chose d'important. Notre ciel porte une mémoire multiculturelle. Lorsque nous levons les yeux vers les étoiles, nous ne regardons pas seulement des points lumineux, nous regardons aussi des siècles de transmission, de traduction, d'observation, de poésie savante et de calcul patient. Le ciel que nous nommons aujourd'hui est déjà un ciel traversé par plusieurs civilisations. Au Moyen-Âge, cette vision continue de se déployer. Dans les écoles cathédrales, notamment à Chartres, le ciel appartient au grand ordre du savoir. Les arts libéraux s'organisent autour du trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et du quadrivium, arithmétique, géométrie, musique et astronomie.
L'étude du ciel ne se réduit pas alors à un calcul froid des positions célestes, elle s'inscrit dans une pensée des rythmes, des proportions et des correspondances. L'arithmétique donne le nombre, la géométrie donne l'espace, la musique donne la proportion et l'astronomie donne le mouvement ordonné du ciel. Dans cette perspective, l'astrologie et l'astronomie ne sont pas encore séparées comme elles le seront plus tard. Elles participent d'une même lecture du cosmos vivant. L'astrologie n'est pas seulement un art de prévoir, elle est une manière de comprendre l'accord entre le macrocosme et le microcosme. C'est aussi pourquoi elle est présente dans la médecine, dans les calendriers, dans les savoirs liés au corps, aux saisons et au rythme naturel. On pense alors que le corps humain est en relation avec le zodiaque. C'est l'époque des images de l'homme zodiacal, une figure humaine entourée ou traversée par les signes. Cette vision trouve un écho puissant chez Hildegarde de Bingen au XIIe siècle. Abbesse visionnaire, musicienne, médecin, théologienne, Hildegarde ne pense jamais l'être humain comme un fragment isolé. Dans son univers, le corps, l'âme, les éléments, les vents, les astres, les saisons et la vie divine participent d'un même ordre vivant. Elle ne propose pas un manuel d'astrologie au sens moderne, mais elle exprime avec force cette conviction médiévale fondamentale: l'être humain est inscrit dans le cosmos. Il n'est pas extérieur au monde, il en est une image vivante. À travers cette vision, on comprend mieux pourquoi l'homme zodiacal n'est pas une curiosité naïve du Moyen-Âge. Il appartient à une vaste pensée du lien entre le ciel et le corps, entre le visible et l'invisible, entre l'ordre du monde et l'ordre intérieur de l'être humain. Et cette image dit quelque chose que notre époque a parfois oublié. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés, enfermés dans nos problèmes personnels, nous appartenons à des rythmes plus vastes. Nous sommes liés aux saisons, aux âges de la vie, aux passages, aux maturations lentes, aux crises nécessaires, aux renaissances possibles. À la Renaissance, l'astrologie conserve encore une place importante. La pensée humaniste, la redécouverte des textes anciens, la magie naturelle, la philosophie, l'astronomie et l'astrologie dialoguent encore. Mais une séparation commence à se préparer. Jusqu'au XVIIe siècle, astronomie et astrologie demeurent encore largement liées dans les pratiques savantes. Calculer les mouvements du ciel, dresser des tables, observer les planètes, interpréter leur configuration, tout cela appartient encore à un même grand champ de savoir. Mais les tensions existent déjà. En France, l'année 1666 marque un tournant symbolique. Colbert fonde alors, sous Louis XIV, l'Académie royale des sciences. L'astronomie y trouve une place officielle parmi les disciplines reconnues. L'astrologie, elle, se trouve progressivement écartée du champ savant institutionnel. Ce n'est pas seulement une décision administrative, c'est le signe d'un basculement plus profond. Le ciel peut désormais être étudié, mesuré, calculé, mais il ne doit plus être interprété comme un langage symbolique du destin ou des correspondances. Avec l'époque moderne, l'astronomie devient progressivement la science des corps célestes mesurables, leur distance, leur mouvement, leur masse, leur trajectoire. L'astrologie, elle, perd sa place institutionnelle.
Elle sort des universités, quitte les cadres savants reconnus et se retrouve de plus en plus dans les marges. Ce mouvement était d'une certaine manière inévitable. La science moderne avait besoin de mesurer, de vérifier, de calculer, d'isoler les causes. Elle a permis des découvertes extraordinaires. Mais dans ce grand mouvement, quelque chose s'est aussi perdu, la dimension symbolique du ciel. Le ciel est devenu un espace physique, immense, fascinant, mesurable. Mais il a cessé pour beaucoup d'être un langage. L'astrologie pourtant n'a pas disparu, elle s'est transformée. Au XIXe et surtout au XXe siècle, elle revient autrement, non plus seulement comme un art de prédire les événements, mais comme un outil de compréhension de soi. C'est là que se développe l'astrologie psychologique, puis l'astrologie humaniste. Avec des penseurs comme Dane Rudhyar, l'astrologie change profondément de ton. Le thème natal n'est plus seulement considéré comme une liste de tendances ou de fatalités, il devient un mandala, une forme globale, une structure vivante de conscience, une image du processus d'individuation. La question n'est plus seulement « que va-t-il m'arriver ?», mais plutôt « comment puis-je donner sens à ce que je traverse ?» Comment puis-je répondre plus consciemment au cycle de ma vie? Qu'est-ce qui cherche à se développer en moi? C'est un basculement essentiel. L'astrologie cesse alors d'être seulement tournée vers l'événement, elle devient une lecture du processus, un accompagnement de la conscience. Elle ne dit plus « voilà ton destin, exécute-le », elle propose plutôt « voilà les forces en présence ». Voilà le moment du cycle. Voilà ce qui demande à être intégré, transformé, conscientisé. À toi d'en faire quelque chose. Et c'est précisément cette astrologie-là qui me semble importante aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une époque saturée d'informations, mais souvent pauvre en sens. Nous savons beaucoup de choses, nous recevons des nouvelles en permanence. Des analyses, des chiffres, des alertes, des opinions, des commentaires sur les commentaires. Mais l'information n'est pas la connaissance. L'information passe, la connaissance transforme, et seule la connaissance, lorsqu'elle mûrit, peut devenir sagesse. Accumuler des informations ne signifie pas comprendre mieux. Dans le champ de bataille des nouvelles et des opinions, le sens de l'existence finit souvent par disparaître. Or, une vie qui a perdu son orientation ressemble à une coque de noix ballottée sur les flots. Nous n'avons pas seulement besoin d'être plus informés, nous le sommes sans doute trop, nous avons besoin de trouver du sens. L'astrologie, lorsqu'elle est pratiquée avec sérieux, humilité et discernement, ne sert pas à fuir le réel. Elle n'ajoute pas simplement une information de plus, elle permet de relier. Relier un moment de vie à un cycle, relier une crise à un passage, relier une fatigue à une transformation possible, relier une question personnelle à un mouvement plus vaste. Elle nous aide à nous situer, à retrouver la chaleur de notre être, à nous souvenir de nos aspirations, à entendre ce qui cherche à prendre forme, à reconnaître qu'au-delà des circonstances traversées, notre vie possède une direction. Elle ne remplace pas notre responsabilité, elle la rappelle. Car si les cycles existent, ils ne décident pas à notre place. Un transit ne fait pas une vie. Une révolution solaire ne donne pas un ordre. Un thème natal
n'est pas une prison. Ce sont des langages, des cartes, des miroirs, des mandalas. Et une carte n'est utile que si elle nous aide à marcher plus consciemment, à nous situer, nous orienter. Et c'est pour cela que réduire l'astrologie à l'horoscope quotidien, c'est comme réduire la musique d'une symphonie à une sonnerie de téléphone. On y perd presque tout. On y perd la profondeur, la beauté, le rythme et peut-être même le silence dans lequel quelque chose peut enfin être entendu. L'astrologie est une longue mémoire des cycles. Elle est née de l'observation des étoiles, des saisons, des retours planétaires, des liens mystérieux entre le ciel et la vie terrestre. Et elle a traversé les temples, les bibliothèques, les écoles, les cours royales, les universités, les marges et les renaissances. Et aujourd'hui encore, elle peut nous aider à comprendre quelque chose de très simple, mais de très profond. Nous ne vivons pas seulement dans le temps. Nous sommes travaillés par le temps, par ses seuils, ses maturations, ses crises, ses ouvertures, ses appels. L'astrologie ne nous donne pas toutes les réponses, et c'est très bien ainsi. Mais elle peut nous aider à poser de meilleures questions, à reconnaître le cycle que nous traversons, à mieux entendre ce qui cherche à prendre forme, à retrouver une direction intérieure lorsque les repères extérieurs deviennent incertains, et à nous reconnaître dans cette œuvre qu'est notre existence. Des étoiles au cycle de vie, l'astrologie nous rappelle finalement ceci: le ciel n'est pas là pour nous dicter notre destin, mais il peut encore nous apprendre à lire le temps, notre temps. C'est cette histoire qui nourrit ma pratique aujourd'hui. Pour moi, l'astrologie n'annonce pas un destin figé, elle ne dit pas à quelqu'un ce qu'il doit faire, elle propose une lecture des cycles, une manière de replacer une vie individuelle dans un temps plus vaste, de mieux comprendre les passages, les seuils, les crises, les maturations, de découvrir nos atouts, nos possibilités, nos opportunités. Nous ne vivons pas hors du monde, nous ne vivons pas hors du temps, nous ne vivons pas hors des rythmes, nous naissons dans un moment du ciel, nous avançons dans nos cycles et nous pouvons apprendre à y répondre plus consciemment. Si cette vidéo vous a permis de regarder l'astrologie autrement, non comme une prédiction, mais comme une lecture vivante du temps, alors elle aura déjà rempli son rôle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et peut-être la prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel, vous ne le verrez plus seulement comme un décor, mais comme une invitation à mieux écouter le temps que vous traversez, le temps intérieur de votre être.